J'ai commencé avec une citation qui donne le ton de ma communication. C'est tiré de l'essai sur Joyce de Victor Lévy-Beaulieu. Donc, je le cite. « Je n'ai pas un autre. Je est une bactérie mangeuse de chair. » Je souhaite réfléchir aux façons dont la lecture actualisante intervient dans les essais de Victor Lévy-Beaulieu. Les écrits qu'il consacre aux écrivains qu'il admire, par exemple Melville, Joyce et Nietzsche, montrent bien que la lecture façonne l'individu, le transforme et lui permet, grâce à l'attention aux vies d'autrui, de situer la sienne à la suite des leurs. Si le texte est actualisé par la lecture qui lui donne une pertinence nouvelle, les écrits de Beaulieu suggèrent qu'il existe aussi un mouvement inverse par lequel la fréquentation des textes anciens, la relecture de l'histoire, offre la possibilité au sujet de se situer et de s'actualiser, au sens strict, en inscrivant son être dans la suite des mots, des événements et des humains qui le précèdent. En ce sens, on peut voir dans ces textes une entreprise autobiographique où l'auteur se raconte et se définit en se penchant sur la vie des autres, mais aussi et surtout sur leurs écrits. Harold Bloom affirmait en 1973 dans The Anxiety of Influence que les écrivains marquent l'histoire littéraire en s'entrelisant mal, by misreading one another, ceci afin de s'aménager un peu d'espace où créer. Citant Borges, il développait l'idée selon laquelle les poètes créent leurs précurseurs. Chez Bloom, on pratique la lecture actualisante parce que le but n'est pas de restituer fidèlement le sens du texte, mais d'écrire à son tour. C'est un peu ce qui se passe chez Victor Lévy-Beaulieu. Tous les textes qu'il a consacrés aux écrivains qu'il admire sont contaminés à divers degrés par des passages autobiographiques. Cette façon de faire, qui provoque des allers-retours entre la vie de Beaulieu et les textes qu'il lit, révèle un aspect souvent négligé de la lecture actualisante, à savoir qu'elle est située dans un contexte existentiel et non pas seulement socio-historique. À cet égard, les essais de Beaulieu sont un véritable pied de nez à un des présupposés les plus tenaces du textualisme, celui de la mort de l'auteur. En plus de se passionner pour les détails biographiques des écrivains qu'il admire et de s'en servir dans l'interprétation de leurs textes, Beaulieu raconte le contexte dans lequel il les a lus. L'auteur et le lecteur sont bien vivants, et le texte a besoin d'eux pour prendre vie à son tour. Dans son livre sur Joyce, Beaulieu raconte qu'il a découvert Jean de Dublin à l'âge de 15 ans alors qu'il était alité à l'hôpital et qu'il luttait contre la polio. C'est Victor Teoli, un libraire italien, qui lui en a fait cadeau. Je cite le texte. « Le libraire italien de la rue Moncelet était mon visiteur le plus assidu. Venait me voir tous les 2 jours, m'apportant des livres, jouant de la mandoline. C'est à lui que je dois d'avoir lu pour la première fois Jean de Dublin. » Bien qu'il avait déjà commencé à écrire à l'époque, il raconte que c'est Joyce, autant que la maladie, qui l'a confirmé dans son désir de se faire écrivain. Cet événement décisif, Beaulieu le raconte à nouveau des années plus tard dans son livre sur Nietzsche. Il y insiste cette fois sur l'importance qu'a eu la maladie sur la pensée du philosophe allemand et profite de l'occasion pour ajouter que lui aussi connaît bien les liens qui unissent l'écriture et la maladie. Nietzsche, tout comme l'écrivain de 3 pistoles, a mené une vie à l'écart, marquée par la maladie et la solitude, et trouvait dans la fatigue l'élan nécessaire à la création de ses œuvres. Beaulieu écrit « Il en va ainsi dans le monde de Nietzsche. On sort de la fatigue par une plus grande fatigue, comme on sort du mensonge que sont la réalité, la vérité et l'art par un plus grand mensonge encore. Cela exige donc des artistes, des philosophes et des grands hommes, qu'ils soient d'une surabondance telle que le monde n'en a encore jamais connue. » En insistant sur la santé fragile de Nietzsche et sur les épreuves qu'il a dû surmonter pour élaborer son œuvre, Beaulieu explique qu'il a très tôt fait sienne cette pratique de la dépense de soi. Comme Nietzsche, il place la création au-dessus de la santé, faisant même de la maladie l'occasion d'une plus grande dépense artistique. D'ailleurs, l'essai consacré à Voltaire a été écrit lors du séjour de l'auteur, donc de Beaulieu, dans un centre de désintoxication pour traiter son alcoolisme. Le livre s'ouvre sur le récit d'une virée en voiture où il a failli renverser une femme et 2 enfants alors qu'il était ivre-mort. Le lendemain, Beaulieu décide de se rendre dans un centre de désintoxication et remplit son sac des œuvres de Voltaire, même si les passages qu'il feuillette lui donnent envie de vomir, tant il pue, je cite, le jésuite à plein nez. Cette décision de choisir un auteur qu'il a rebuté par le passé est symptomatique de son rapport à l'écriture, à la littérature. Au moment crucial, il demande à la littérature de lui tenir compagnie, peut-être même de le sauver. Comme s'il faisait sien le raisonnement contre-intuitif d'Hölderlin, qui a écrit que « là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », il choisit Voltaire, un auteur avec qui il ne se sent aucune affinité. Alors que Lise Payette lui intente un procès pour diffamation, après qu'il l'ait accusé de plagiat,
Alors qu'il risque de mourir s'il n'arrête pas de boire, Beaulieu demande à Voltaire de lui pointer une façon de vivre. L'allusion un peu facile à la finale de Candide, à la toute dernière page de l'essai qu'il consacre au philosophe, montre bien qu'il y a pour lui un savoir pratique à dénicher dans les livres. Il écrit « Je ferai creuser 2 étangs, je mettrai plein de canards, des oies, coqs et des poules dedans et autour, je ferai bâtir un théâtre, je cultiverai mon jardin. » On le voit, cet écrivain fait de la lecture actualisante une question vitale. Puisque nous sommes chez Beaulieu, l'individu est inséparable de la collectivité. Dans ce contexte, les références à la littérature québécoise ont une signification particulière. Je reviendrai lorsque j'aborderai la grande tribu en fin de parcours. Avant d'en arriver là, je dois encore analyser quelques passages où Beaulieu raconte sa vie en évoquant ses lectures. On verra qu'il n'y a parfois pas lieu de distinguer chez lui le réel, l'imaginaire, la vie, le monde des livres. S'inventer en pratiquant la lecture actualisante, c'est reconnaître au mot le pouvoir de modeler l'existence. Ainsi, l'intertextualité se dédouble chez Beaulieu d'un jeu d'influence à hauteur d'homme. Il s'agit d'ailleurs toujours d'hommes qui ont écrit une œuvre monumentale, démesurée, ce que Beaulieu cherche à accomplir à son tour. Laissant de côté la question de l'absence de modèle féminin, ce qui est frappant, il écrit des livres uniquement sur des écrivains, pas sur des écrivaines. Donc cette question-là, qui demanderait à elle seule toute une présentation, que je ferai peut-être un jour, on peut observer qu'il y a une volonté chez Beaulieu de désigner ses prédécesseurs, qui sont autant de modèles lui permettant de devenir l'écrivain qu'il souhaite être. S'actualiser en tant qu'écrivain est un curieux travail d'auto-engendrement par la lecture, où il s'agit de choisir les modèles à la suite desquels on souhaite être lu. À ce propos, il faut souligner que dans Monsieur Melville, Beaulieu met en scène de nombreuses visites de son père, donc son vrai père, qu'il questionne à propos de ce qu'il est en train d'écrire. La lecture de tels passages évoque la distinction entre paternité réelle et paternité symbolique, cette dernière étant pour Beaulieu la plus importante. À propos d'une de ses visites, il écrit ceci. « Je comprends alors qu'il veut que je lui parle encore de Melville, ce qui lui paraît être la meilleure façon que j'ai ou pourrais avoir de lui parler de moi. Peut-être ne se passionne-t-on pour les autres que parce que la lecture que l'on fait d'eux nous aliène, par tous ces rapprochements qu'on y trouve et qu'on développe à dessein pour pouvoir avoir, même vis-à-vis de soi-même, cette pérennité qui nous fait toujours défaut. » Les visites du père, peut-on comprendre, permet à Beaulieu de mesurer à quel point la littérature est, au sens strict, ce qui lui donne consistance. L'idée selon laquelle la paternité biologique qui tient de l'arbitraire est moins déterminante que l'auto-engendrement rendu possible par la littérature est un motif majeur de ses essais. D'ailleurs, dans La Grande Tribu, il se montre moins intéressé par sa propre généalogie que par la généalogie de son peuple, qu'il cherche à situer dans la grande histoire du monde. Au début de l'essai sur Melville, il explique en des termes existentiels les raisons qui le poussent à écrire sur l'auteur de Moby Dick. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver à la fin, peut-être moi-même, mais un moi différent de ce que je suis, enfin transformé et armé, comme il convient de l'être lorsqu'on veut écrire La Grande Tribu et tout ce qui pourrait encore survenir d'elle. Monsieur Melville, publié en 1978, annonce que pour parvenir à l'écriture du livre qui paraîtra en 2008, La Grande Tribu, il convient de se transformer et de s'armer. Cette invention de soi que suscite Melville s'active grâce à la lecture de passages précis. Ce détail est important puisqu'il ne s'agit pas pour Beaulieu d'une idée abstraite. L'actualisation de soi permise par la littérature est au contraire des plus concrètes. Il s'agit pour Beaulieu de tisser des liens entre sa situation et celle de l'auteur dont il parcourt l'œuvre. Au tout début de Moby Dick, Ishmael se retrouve à New Bedford, à l'auberge du Jet de la Baleine, où il souhaite passer la nuit. Puisque l'auberge affiche complet, on lui propose de partager un lit avec Queequeg, un cannibale originaire d'une île du sud du Pacifique. La scène contient plusieurs allusions homo-érotiques. Queequeg dort nu, son corps musculeux et couvert de tatouages impressionne Ishmael, et le lendemain, il se réveille en constatant que Queequeg a jeté un bras par-dessus lui, je cite, « de la manière la plus aimante et affectueuse ». Plutôt que de se contenter d'y voir un indice de l'homosexualité de Melville, ce que la critique fait habituellement, Beaulieu réécrit la scène en imaginant Abel Beauchemin, son alter ego, couché dans le même lit auprès de Melville et de Queequeg qui se déshabillent. Donc je cite le texte. Queequeg, écrit-il, est vraiment une belle pièce d'homme, large d'épaules, avec des muscles admirablement développés, une peau jaune recouverte de tatouages et de grands yeux noirs extrêmement mobiles, pétillants de malice, qu'il tient fixé sur moi. Il poursuit en supposant qu'à l'époque de Melville, les relations homosexuelles étaient communes chez les marins isolés en mer.
Il se projette dans l'expérience de Melville, qui a lui-même parcouru les océans, et tente d'imaginer la tension érotique qui devait l'habiter, en précisant que lui aussi, il connaît cette tension. Je crois que ce qui intéresse Beaulieu dans ce passage de Moby Dick, c'est la capacité qu'il trouve chez Melville de transmettre sa fascination pour un désir tabou. Cette jubilation de l'écriture qui transgresse un interdit, il la retrouve aussi bien sûr chez Joyce et chez Nietzsche, si bien qu'il est possible de voir une constante dans les hommages qu'il rend à ses écrivains. Chaque fois, il s'agit de célébrer la souveraineté d'une écriture qui s'autorise tout. Beaulieu lui-même ne craint pas la transgression et aborde dans plusieurs de ses livres la question de l'inceste. Je prends l'exemple de l'inceste, mais il y en a d'autres. Selon lui, beaucoup plus courant qu'on pourrait l'imaginer dans les familles québécoises au début du siècle. Au début du siècle dernier, donc du 20e, pas du 21e. Quoique, sans doute que c'est vrai aussi pour le 21e. Ainsi, des scènes nocturnes où les tabous sont transgressés se retrouvent dans presque tous ses essais, ce qui confère une valeur programmatique à la réécriture qu'il propose de la scène de Moby Dick. Dans les livres sur Joyce et sur Nietzsche, il évoque sans détour le comportement incestueux de son frère Joe. Je cite l'essai sur Joyce. « Il nous a appris la masturbation et la fellation, aurait voulu nous enculer aussi, mais sa queue était trop grosse. » Fin de la citation. On le voit, la métalepse dans la scène de l'auberge de New Bedford a ceci de particulier qu'elle vient littéraliser un phénomène qui est d'abord subjectif. Plutôt que de simplement évoquer la scène célèbre où Ishmael et Queequeg partagent le même lit, Beaulieu se projette dans la fiction de Melville, suggérant ainsi que du point de vue de l'expérience, son existence et celle des personnages de fiction sont situés sur le même plan, entre les pages du roman, ce grand roman de l'entêtement. La lecture est pour lui la dynamique par excellence, celle qui offre l'opportunité de s'inventer en observant comment l'autre crée des fictions qui offrent à la réalité une certaine cohérence. Avant d'en arriver à la grande tribu, Abel doit percer le mystère de Melville et devenir ainsi cet écrivain capable d'écrire un livre pour le moment encore inimaginable. Plusieurs années plus tard, dans les premières pages du livre consacré à Joyce, Beaulieu décrit l'agonie de son père, donc la figure du père revient. Encore une fois, les mots des autres lui servent à rendre compte de son expérience. Donc je cite le texte. « Acérante fut son agonie comme un poème de Gaston Miron, mais sans plus de marche pour monter à l'amour, ni renifler du haut de Tobune les plaisirs printaniers quand, sur la rivière Trois-Pistoles, calaient les glaces et sur le fleuve descendaient, givrés, jaunâtres, les icebergs de l'hiver de force. » Fin de la citation. Le père, cette fois mourant, est à nouveau évoqué par Beaulieu dans un livre consacré à l'élaboration de son panthéon littéraire. Plus qu'un simple effet poétique, il faut voir dans les références à Miron et à Ducharme une tentative de donner à l'existence du père une dimension mythique. Cette scène inaugurale, il ne faut pas l'oublier, surgit dans le livre sur Joyce, l'un des grands révolutionnaires de la littérature du 20e siècle, qui est aussi un des exemples les plus marquants d'écrivains excentrés, ayant accédé à la gloire littéraire mondiale. James Joyce, l'Irlande, le Québec et les mots. Le titre de l'ouvrage est là aussi programmatique. Cette fois, il s'agit pour Beaulieu de poser Joyce en modèle absolu. Au même titre que Joyce affirmait se révolter par l'écriture contre les conventions anglaises, qu'elles soient littéraires ou mondaines, Beaulieu pose dans son œuvre la nécessité d'inventer une langue qui l'autoriserait à dire, comme son prédécesseur irlandais l'a fait à propos de la langue anglaise, « Je n'écris pas en français ». Vivre dans les mots qu'il s'est choisis, donc ceux de Miron, de Duchamp, voilà ce que Beaulieu fait lorsqu'il décrit la mort de son père. Ce phénomène d'identification, qui est l'aspect le plus apparent de la lecture de Joyce proposée par Beaulieu, est important puisqu'il aide à comprendre le projet d'autonomisation qu'il poursuit depuis des décennies. Dans la République mondiale des lettres, Pascal Casanova a proposé une réflexion stimulante sur le champ littéraire mondial en insistant sur la logique oppositionnelle qui pousse les écrivains excentrés à se démarquer des usages et de la tradition littéraire en faisant de leurs œuvres des gestes de rupture. Donc je cite Casanova. Il y a une généalogie internationale, propose-t-elle, où entrent tous les grands novateurs comme de véritables libérateurs littéraires dans les contrées périphériques de l'espace littéraire, panthéon des grands hommes et des classiques universalisés comme Ibsen, Joyce ou Faulkner, que les écrivains excentriques peuvent opposer aux histoires littéraires centrales et aux généalogies académiques des panthéons nationaux ou coloniaux. Cette analyse de Casanova offre une piste pour interpréter le rapport qu'entretient Beaulieu à Joyce. Si Joyce est si important, c'est qu'il incarne la souveraineté absolue vers laquelle l'écrivain doit tendre selon Beaulieu. L'essai volumineux qu'il lui consacre revient à maintes reprises sur le fossé qui sépare les deux hommes. Beaulieu écrit « Aurez bientôt 60 ans et n'est plus le temps
et n'ai plus de temps à consacrer à quiconque qui n'est pas Joyce. Et encore, ne suis-je pas certain que ça en vaille la peine? Pour moi, oui, mais quelle importance pour Joyce lui-même que je prenne la parole de mon arrière-pays, si peu souverain, pour lui porter témoignage en forme de mots, si peu souverain aussi. Pour rendre à l'écrivain moderniste l'hommage qu'il mérite, il faudrait être en mesure, comme lui, de s'affranchir des limites imposées par la contingence. Comment faire l'éloge de la liberté lorsqu'on se sent soi-même asservi? Cette question, au centre de l'essai, trouve sa réponse dans une forme de négativité qui ne devrait pas nous surprendre. En martelant sans arrêt l'impossibilité de se mesurer à Joyce, Beaulieu laisse derrière lui un livre qui semble écrit par ce soi impossible dont il fait état à l'intérieur de ses pages. L'hommage final qu'il rend à Joyce dans les dernières pages de l'essai donne à penser que pour devenir un écrivain de sa trempe, il faut être capable du plus complet dessaisissement de soi. Je cite Beaulieu. « Aucun écrivain ne m'a autant enthousiasmé, sidéré, fait travailler, fait suer eau et sens, orienté et stimulé, pas même Victor Hugo, ni Jack Kerouac, ni Herman Melville, ni Jacques Ferron, ni Yves Thériault, puisque Joyce, en son écriture, est l'un et les autres, si solidairement lui-même, c'est donc, si solitairement lui-même et si solidairement tous les autres. » Fin de la citation. Donc, être solitairement soi-même et solidairement tous les autres, voilà peut-être l'épiphanie que Beaulieu attendait pour écrire La Grande Tribu. Lourd de l'entêtement qu'il voit chez Melville, de la souveraineté de Joyce, de la volonté de Nietzsche, il pouvait s'attaquer au projet qu'il caressait depuis plus de 30 ans, raconter l'histoire du Québec en relisant la vie et les écrits de ceux qu'il désigne comme des grands libérateurs, tous contemporains de la rébellion des Patriotes, soit Daniel O'Connell, Simon Bolivar, Jules Michelet, Charles Chiniki, Abraham Lincoln et Shang-Chi. La Grande Tribu propose un univers fantasmé où l'alter ego de Beaulieu côtoie l'orignal et Pormiable de Gauvreau et où les gens, je cite, rient comme le torrent d'Anne Hébert, comme les feuilles énervées de Paul-Marie Lapointe, comme les confitures de coin de Jacques Ferron. L'évocation de ces œuvres marquantes donne forme et consistance à l'histoire collective que Beaulieu essaie de raconter, malgré son inachèvement. De la même façon que la lecture de Joyce, Melville et Nietzsche maintient vivante l'ambition démesurée d'écrire une œuvre totalisante, l'évocation des grands libérateurs permet de ne pas s'en tenir seulement à la déroute des patriotes et à l'échec de Papineau. Dans le cauchemar de l'histoire, le Québec serait victime de conjonctures défavorables, mais les exemples de Bolivar, de Lincoln et des autres suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une fatalité pour Beaulieu. L'évocation des grands libérateurs, faite en parallèle du récit de l'histoire du Québec, cherche au fond à ouvrir une brèche. Il est question du projet du pays, bien sûr, mais il s'agit surtout, un peu à la manière de Joyce, de s'affranchir dans et par l'imaginaire. Dans ce texte aux tonalités épiques où l'Orignal et Pormiable incarnent la liberté indomptable, Beaulieu propose une mythologie qui ne serait pas individuelle, mais collective. C'est son ambition. S'inspirant de Nietzsche, il détruit au passage quelques idoles jugées néfastes, par exemple celle d'Émile Nelligan, qui récite dans le texte des poèmes de Paul Verlaine, je cite, « La bouche en cul de poule », comme un quelqu'un qui suce son bâton de réglisse. À Nelligan, jugé trop sage et prétentieux, il oppose l'œuvre de Gauvreau en qualifiant Les Oranges sont vertes d'œuvre, je cite, « la plus rebelle et la plus patriote jamais écrite et jouée depuis que le Québec existe ». Donc Québec écrit avec 2 K qui donnerait Québec dans le livre dont tu parlais tout à l'heure. L'histoire, donc je conclus là, j'ai presque terminé. L'histoire est donc aussi l'objet d'une réactualisation et de réagencement. En faisant de la pièce de Gauvreau l'œuvre québécoise par excellence, Beaulieu rejoue la stratégie d'autonomisation que Pascal Casanova observe chez Joyce. Un poète réduit à ses qualités d'imitateur des modèles qui font autorité à Paris, il oppose Gauvreau, créateur d'une langue qui revendique son autonomie, malgré l'influence évidente qu'ont eu les avant-gardes européennes sur l'auteur. Il ne s'agit pas de se mettre au service de la nation, mais plus profondément d'écrire une œuvre affranchie, libre et libérante. Dans la conclusion du livre sur Nietzsche, on peut lire Abel s'adresser à Sam, sa correspondante amérindienne. Il lui confie que pour lui, l'écrivain ne peut pas vraiment en être un si, je cite, « dans tout son corps, il ne ressent pas le désir profond de ce que Maurice Blanchot a appelé la souveraineté, vers laquelle il doit tendre de toutes ses forces, mais ne jamais y arriver, car ce faisant, il n'y aurait plus que du silence dans ses mots. » On peut observer à la lecture de La Grande Tribu le même effort pour parvenir à cette souveraineté que l'on sait inatteignable. Et puisque l'auteur revient sans cesse au projet du pays, on voit se profiler une analogie entre le sort de la collectivité et le sien. Même en échouant dans son projet maintes fois annoncé de contribuer par son œuvre à la naissance du pays,
Beaulieu réussit à s'inventer une mythologie littéraire qui rend compte de sa situation historique. Qu'il s'approprie l'idée de volonté de puissance pour valoriser le souverainisme alors que Nietzsche détestait le nationalisme est au fond sans importance. Au contraire, puisque le but est d'écrire à son tour, et surtout d'être à son tour, les lectures actualisantes sont d'autant plus productives qu'elles sont irrévérencieuses. Pour conclure, je dirais qu'il y a chez Beaulieu un lien indéniable entre la lecture et le devenir, ce que Citon a décrit pour sa part dans son livre comme une ontologie de la lecture. C'est le terme qu'il utilise. Je crois que c'est là une idée qui sous-tend la démarche essayistique de Beaulieu. En revenant sur ses lectures, il montre ce qu'il est devenu. Le projet de la Grande Tribu, au fond, relève un peu de l'alchimie, en représentant la richesse qu'il voit dans l'histoire québécoise, en transmuant les défaites historiques en récits mythiques. Beaulieu fait advenir dans l'imaginaire la collectivité qu'il appelle de ses voeux et que la réalité lui refuse. Merci.